Madame la préfète, Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, Madame la Présidente du département des Bouches-du-Rhône, mes chers collègues parlementaires, mes chers collègues présidents du département de collectivités de métropole et des Outre-mer, chers collègues élus. D'abord, saluer un peu particulièrement, vous ne m'en voudrez pas, Benoît Huré, qui a fait un choix judicieux, mais qui lui a, comme disait Pagnol, fendu le cœur. Et oui, ça lui a fendu le cœur, mais en même temps, je crois que le Sénat va s'enrichir de son expérience. Et cette semaine encore, il était à mes côtés dans une rencontre pour me parler des préoccupations des départements, et j'y reviendrai dans un instant. Saluer les nouveaux présidents de département, ils seront dans quelques jours 22, vous l'avez dit, Monsieur le Président, conséquence d'un texte, j'y reviendrai, je ne suis pas sûr qu'il soit porteur de liens dans le territoire, mais la réalité est ainsi, et je dois le dire que le sénateur d'octobre 2017 n'est plus le sénateur de juin 2017, et qu'il va nous falloir inventer ce lien et le renforcement de ce lien avec le territoire. J'y reviendrai dans un instant. J'ai retenu des interventions d'André Viola, de François Sauvadet, avec Benoît Huré, quelques mots-clés. André Viola a parlé, et c'est une approche politique, de boussole et de cap. Il a pris l'image de la cordée, je pourrais prendre, pour ce qui m'est arrivé cet été, l'image du brouillard, de la boussole et du cap. Il a posé le défi de la rupture et du pacte républicain. J'y reviendrai, mes chers collègues, n'oubliez pas, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, la France était divisée en 4 et la majorité n'était pas aux formations politiques héritage de l'alternance démocratique. Il a parlé de méthode et il a évoqué décentralisation et autonomie. François Sauvadet a parlé de l'équilibre, et j'y reviendrai en écoutant le président de Meurthe-et-Moselle il y a un instant, entre métropole et l'ensemble du territoire. Il a parlé d'aménagement du territoire, politique disparue après un texte célèbre en 1995. Ça fait quand même 22 ans. Il a parlé de décentralisation assumée. Or, j'ai peur qu'on écrive non pas Volpone, mais le premier axe d'une recentralisation. Et il a parlé de concertation et non pas de consultation. Les interventions des présidents de l'Hérault et de la Mayenne nous ont démontré ce que dit d'ailleurs Alain Lambert, c'est qu'au fond, c'est la décision normative, la manière dont elle se prend, dont elle se construit, jamais évaluée, jamais revue. Et l'exemple d'un pays qui a modifié son approche de la décision normative, comme les Pays-Bas, depuis bientôt 7 ans, ça mérite qu'on y réfléchisse. Et d'ailleurs, c'est un des engagements, je souhaite qu'il soit tenu, du président de la République. J'y reviendrai dans un instant. Le président des Hautes-Alpes a parlé de l'extraordinaire explosion, mais derrière tout ça, il y a la responsabilité de l'État, la question migratoire, la question pas simplement migratoire, mais du développement et de l'équilibre de continent. Je recevais il y a quelques semaines le président de l'Union africaine, et quand on compare les chiffres du président de l'Union africaine aux chiffres du secrétaire général de l'OCDE, nous savons qu'aujourd'hui en Afrique, il y a entre 70 millions et 90 millions de migrants, et que leur première destination, c'est pas l'Europe, c'est d'abord l'Afrique elle-même, et notamment l'Afrique du Sud, qui est en train d'entrer dans une déstabilisation outre politique et financière,
dans une déstabilisation, j'allais dire, à caractère ethno-racial. La proximité des départements, président Favier, c'est bien qu'il y a peu à Versailles, nous nous sommes retrouvés un certain nombre pour évoquer cette question. Parce que je crois profondément à la proximité, et la proximité, ça n'est pas qu'une question rurale, c'est aussi une question pour l'ensemble des territoires. Hermeline Malherbe m'a parlé d'autonomie. Sur la question des emplois aidés, j'y reviendrai. Sur la question des péréquations, chers collègues, simplement évaluons bien, avant d'entrer dans des systèmes dont on mesure parfois quelques années après qu'ils sont déstabilisants. L'exemple de quelques régions, notamment celles que je connais plus particulièrement pour en être un élu, m'amène à penser qu'il faut être sur ce sujet. Question de la part, en fait, on n'a pas bougé, Monsieur le Président, on n'a pas bougé depuis une première tentative de réforme en 2008-2009, et donc c'est un sujet qui est devant nous. Enfin, Monsieur le Président du Cantal, c'est vrai, quand on regarde la loi NOTRe, les contrats de plan demain devraient être déférés parce qu'ils sont contraires à la loi. Et donc, il va bien falloir se poser la question de la place des uns et des autres. Alors, mes chers collègues, c'est vrai que je suis heureux d'être ici. C'est votre 87e congrès. Il y a lieu dans un département et une ville qui sont aussi un symbole de la République, symbole aussi de l'ouverture vers les défis des continents d'en face, que ça s'appelle l'Afrique ou que ça s'appelle l'Orient. C'est aussi un moment important parce que les présidents l'ont dit, ce fut une année marquée par une séquence électorale dense, un nouveau président de la République, une nouvelle Assemblée nationale et le renouvellement du Sénat. Je voudrais vous le rappeler, mes chers collègues, le Sénat ne procède pas d'élection présidentielle. C'est d'ailleurs, depuis la réforme du quinquennat, dont je ne suis pas certain que ce fut l'idée la plus géniale que nous ayons eue, comme j'y ai participé, j'assume ma part, eh bien, je le dis, est la seule institution qui ne procède pas de cette élection. Je dois vous dire que, fort de sa légitimité renforcée, mais j'allais dire aussi de sa diversité, car pour moi, aucun des 347 sénateurs que j'ai le grand honneur de présider ne doit pas contribuer à cette représentation des collectivités territoriales. Je l'ai dit clairement, nous ne sommes pas un anti-pouvoir, mais nous sommes, j'allais dire, un contre-pouvoir. Nous ne disons jamais non par dogmatisme, mais jamais oui par discipline partisane. En tous les cas, c'est ma manière d'être. Et je crois que nous avons en ces temps une responsabilité spécifique. On nous parle beaucoup de mondialisation. Je n'ose plus prononcer le mot nouveau monde puisque les Vikings l'avaient découvert avant qu'on pense que ce soit un nouveau monde. Je vous propose d'être les Vikings, en quelque sorte, de l'anticipation du nouveau monde. Oui, nous représentons, me semble-t-il, ce que vous êtes, c'est-à-dire une France de la vie concrète des Français au quotidien. Et je crois que cet équilibre des territoires, il ne doit pas opposer les territoires les uns aux autres, mais dire que chacun joue un rôle majeur dans la cohésion du pays. Votre congrès intervient également 3 mois après la conférence nationale des territoires, au cours de laquelle le gouvernement, le matin, vous étiez présents un certain nombre, puis le président de la République l'après-midi, se sont engagés dans la restauration de la confiance et l'engagement d'un dialogue, y compris à l'issue pour constater les accords et les désaccords. Mais dialogue préalable, recherche d'accords, et puis, quand il n'y a pas d'accord, il peut y avoir des désaccords constatés. 3 mois qui, je le dis, et sans esprit polémique, ont fait apparaître une divergence entre discours et actes. 3 mois qui ont suffi à nourrir les inquiétudes sur l'avenir
des collectivités territoriales. Et cela, je l'ai ressenti très fort sur le terrain en visitant une vingtaine de départements. Naturellement, je travaillais à compte d'auteur, vous comprendrez pourquoi. Mais en même temps, quand je suis dans le département de l'Orne, un certain 21 août, pleine période de vacances, et que je vois autour de la thématique de la commune nouvelle, autant d'élus présents, quand je m'en vais à l'Aigle l'après-midi, que je vois un nouveau maire, élu un mois et demi avant, il était conseiller délégué qui me dit l'an dernier, le sous-préfet venait me supplier de faire des contrats aidés. Il vient de m'annoncer qu'il n'y en aura plus à partir du mois de novembre. Voilà la réalité. Et cette réalité, c'est une question de méthode. Alors, mes chers collègues, nous avons eu souvent l'occasion d'échanger sur l'avenir des collectivités territoriales, sur l'avenir du département. Plus que jamais comme vous, pas pour vous faire plaisir, pas parce que je suis devant votre congrès, pas parce que je suis à Marseille. Je pense que nos concitoyens ont besoin d'efficacité et de proximité. Et le département reste le bon niveau de collectivité pour assurer une mission fondamentale, être le pivot des politiques territoriales, notamment de solidarité entre les personnes et les territoires. Au fond, le département, comme la commune, est inscrit, j'allais dire, au cœur quotidien des Français qui lui témoignent un réel attachement. Il fait chaque jour la preuve de sa pertinence en répondant à ses besoins de proximité, qu'il s'agisse de politique sociale, de collège, de route, de politique culturelle, Madame la Présidente des Bouches-du-Rhône, de politique touristique. J'ai bien aimé votre formule que vous êtes un accélérateur de changement. Avec la commune, le département est notre collectivité la plus ancienne. Mais je crois profondément, André Violac, qu'elle est moderne. Elle est moderne comme collectivité, bien sûr remaniée profondément à partir des lois de décentralisation de 82-83, puis celles conduites par Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, puis par les réformes territoriales successives qui, en dépit parfois des attaques, ont toujours consacré sa place. Conclusion de Volpone. Le département est un échelon pertinent, je le disais il y a un instant, en matière d'aménagement du territoire, situé à juste distance entre région, commune et intercommunalité. Et puisque le Puy-de-Dôme et le Cantal se sont découverts une frontière commune avec la Suisse, il m'apparaît extrêmement important que le seul pivot ne puisse pas être Lyon ou des communes un peu isolées, mais bien être un département qui joue ce rôle d'interface. Je voudrais insister, vous l'avez peu dit, dans sans doute une des missions qu'il faudra développer à l'image d'un certain nombre de vos départements, c'est le rôle d'ingénierie publique avec les communes et les intercommunalités. Je peux vous dire que là où ça fonctionne, les résultats sont assez exceptionnels et sont une occasion, j'allais dire, de relations parfois, j'allais dire, fusionnelles presque, entre cette ingénierie publique à la condition qu'elle se fasse dans les respects des communes. Aujourd'hui, comme hier, mon attitude est identique, rejeter toute approche idéologique, technocratique ou de pure communication, que ce soit sur le nombre d'élus locaux ou sur un nombre de collectivités qui seraient pertinents, et notamment de départements. Supprimer, comme on l'a entendu, un quart des départements pour répondre à une politique du chiffre, ça n'est pas l'objectif du Sénat. Par contre, laissons faire les initiatives de rapprochement, de coopération, de fusion quand elles sont souhaitées, qui viennent du territoire. Un peu comme pour les communes nouvelles. L'expérience du Grand Ouest est intéressante à analyser sur ce point. Mais cessons, et c'est un président d'assemblée parlementaire qui vous le dit, cessons d'attendre tout de la loi ou de tout subir de la loi et de demander les uns et les autres toujours plus de lois. Je crois que nous devons
avoir une approche quelque peu différente. Je crois, bien sûr, indispensable de vous donner les moyens d'agir et de faciliter les projets de coopération. Je pense aux mutualisations. Ayant un nouveau directeur de cabinet, il m'a rappelé la mutualisation entre l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, entre la Savoie et la Haute-Savoie. Je pourrais aussi lui parler de l'Eure-et-Loire et du Loiret. Je pourrais lui parler aussi de ce qui se passe entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Mais je pense que c'est à l'initiative des élus et non pas de l'État que ce mouvement doit se faire, éloigner pourquoi l'État des réalités concrètes. J'ai tenu à transmettre au président de la République un message qui m'a été délivré lors de mes déplacements dans les départements au cours des 12 derniers mois. Il faut laisser le temps aux élus de digérer et de mettre en œuvre les réformes, puis de se projeter. Ceci n'exclut pas les aménagements, Monsieur le Président, que vous avez évoqués. La loi NOTRe n'est pas une loi de décentralisation. Ce n'est pas non plus un totem, même si nous pensons qu'il faut en préserver l'économie générale. On ne va quand même pas se faire une réforme tous les 5 ans. Je dis devant le président du conseil départemental de Haute-Saône, qui nous avait aidé à réfléchir au Sénat il y a quelques années. Mais il faut savoir être pragmatique, procéder aux ajustements nécessaires. Ce sera l'attitude du Sénat et le président Bussereau a évoqué le rapport de Mathieu Darnaud, mais aussi de René Van Dierendonck, qui est un rapport conjoint sur à la fois laissons respirer les territoires, mais en même temps ajustons là où c'est nécessaire. Le Sénat doit donc aujourd'hui contribuer à restaurer la confiance et le respect dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Je l'ai dit samedi dernier, en tête-à-tête au président de la République. Et je le dis là aussi avec la volonté de construire, car j'ai tellement envie que mon pays réussisse. On ne redressera pas la France sans ou contre les collectivités territoriales. Il faut que cessent ces rendez-vous ratés entre le gouvernement et nos associations d'élus. Et j'espère que demain à Marseille, en face du vieux port, ce sera mieux qu'à Orléans et mieux qu'à Nantes. C'est vraiment ce que j'ai dit au président, c'est ce que j'ai dit au Premier ministre. J'allais dire, au-delà de toute approche politicienne, on ne peut pas continuer dans cette césure entre collectivités territoriales et exécutifs. Je leur ai dit, il ne peut y avoir de pacte de confiance sans respect réel des élus locaux. C'était d'ailleurs ma conclusion du 17 juillet dernier. On ne peut pas ne passer par pertes et profits l'article 72 de notre Constitution, qui inclut, chère Martine Vassal, la liberté de gestion, y compris quand il s'agit de la question des personnels. Sujet pas simple, sujet facile à faire en congrès, pas simple à réaliser. C'est un ancien ministre du Travail qui vous dit ça. Il faudra, M. Sauvadet, avec l'expérience qui est la vôtre, à la fois de la confiance, du respect et un temps de dialogue approfondi. Mais c'est vrai que l'annulation de 300 millions d'euros de crédit au cours de l'été, 3 jours après la conférence nationale des territoires, ça a été une rupture de méthode. Et je ne reviendrai pas sur les contrats aidés. Depuis, le dialogue a repris, je le sais, et j'ai essayé d'y contribuer. Mais maintenant, comme vous, j'attends les preuves concrètes en direction des collectivités. Car je vous le réaffirme, le Conseil national des territoires, ce peut être une vraie méthode de dialogue et pas simplement de consultation. Vous l'avez dit les uns et les autres, et je veux être clair à nouveau devant vous, nul ne conteste la nécessité absolue d'assainir les finances publiques. C'est une exigence qui s'impose à tous. Toutes les entités publiques, les collectivités locales en font partie. Mais
est-ce équilibré au regard des efforts déjà consentis depuis 5 ans? Vous connaissez la réponse. Le rapport de la Cour des comptes sur les finances locales publié la semaine passée confirme les progrès réalisés par les collectivités territoriales. Leurs dépenses ont diminué de plus de 1%, elles ont pu afficher un excédent de plus de 4 milliards d'euros, et en même temps, pour l'État, on reste à un déficit de 3,4% du PIB, et nous devrons encore, mes chers collègues, emprunter 195 milliards l'an prochain sur les marchés financiers. Voilà la réalité que nous aurons à vivre. Des progrès en matière d'efficacité de la dépense sont encore, je le pense, parfois possibles. Mais ceux réalisés ces dernières années ne sont pas reproductibles indéfiniment. Voilà pourquoi le chiffre de 1,2%, je le dis, me paraît peu réaliste et ne pas tenir compte d'ailleurs de la diversité. Il faudra bien que nous ayons une approche, et pas simplement dans nos outre-mer, de la différenciation et de l'expérimentation. Ce n'est pas agir contre l'unité de la République que d'avoir cette approche. Ces efforts ne sont pas équilibrés non plus dans l'absolu. Les collectivités territoriales, tout ensemble confondues, c'est 20% de la dépense publique. Or, la programmation qui est soumise au Parlement prévoit qu'en fait, nous contribuons à 1/3 de l'effort global. Le gouvernement veut engager, et vous l'avez évoqué les uns les autres, une contractualisation financière avec les collectivités. Mais pourquoi pas? Mais cela doit s'opérer sur la base d'un constat partagé. Je rappelle que la philosophie d'un contrat, dans le Code civil, c'est un accord de volonté, que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter. C'est dans le Code civil pour le contrat. Et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Fin de citation du Code civil. La contractualisation sous la menace n'est pas une contractualisation qui d'ailleurs respecte la Constitution. Ce serait une forme, en fait, de recentralisation rampante. Et je ne vois pas le président Bussereau aller demander l'autorisation préalable de présenter son budget. Ça nous renvoie à des périodes antérieures avant de le soumettre à son assemblée délibérante. Un mot, pardon d'être long, mais on va rentrer dans le concret dans quelques jours. Action sociale. Chacun sait que le département est le meilleur échelon de proximité pour l'action sociale. Encore faut-il qu'on respecte son autonomie dans la gestion des prestations. Bien sûr, la question du RSA. Les départements ont démontré la pertinence de leur action en matière d'insertion, et il faut leur faire confiance. Et Monsieur le Président, mes chers collègues, vous savez qu'il y a une tentation très forte, notamment le long de la Seine, dans un immeuble construit il y a 25 ans, à recentraliser le RSA. Et j'ai dit au Président de la République, comment on peut imaginer une insertion recentralisée alors qu'aujourd'hui on imagine une formation professionnelle confiée aux régions. Pourquoi? Parce qu'il faut de la proximité, des réalités, et que dans les Ardennes, par exemple, ça n'est pas la même situation qu'en Côte d'Or ou que dans les Yvelines. Voilà pourquoi il est d'utilité publique que vous conserviez cette dimension de l'insertion, de cette proximité. Alors, mes chers collègues, l'autre sujet que vous avez évoqué, les mineurs isolés. Je ne reviens pas sur les chiffres. Cette question n'est pas que budgétaire. Elle est aussi une question d'humanisme. Elle est aussi une question de politique régalienne. Un rapport du Sénat d'Elisabeth Doineau et de Jean-Pierre Godefroy l'ont souligné en juin dans le cadre d'un rapport sur les mineurs non accompagnés. Il y a de grandes détresses. Mais en même temps, j'ai rencontré les travailleurs
sociaux dont le désarroi est immense. Ils ne peuvent plus remplir en fond leur mission d'accompagnement et de suivi pour assurer à ces jeunes, et notamment aux jeunes qui historiquement étaient confiés à cette action que vous conduisez pour l'enfance. Ils sont aujourd'hui simplement à faire de la mise sous abri, de l'accueil, et un certain nombre de situations conduiront à des tensions dramatiques, je le dis, dans un certain nombre de territoires. Voilà pourquoi j'ai demandé solennellement au président de la République que ce qui est de responsabilité régalienne soit assumé par l'État. Pas simplement pour renvoyer la dépense, mais parce que la question migratoire est un sujet majeur, qu'elle ne doit pas évacuer les valeurs que nous portons, les valeurs humanistes et d'accueil, mais qu'en même temps, quand on voit les chiffres que le département des Hautes-Alpes nous donnait en illustration, je faisais en moi-même le compte, c'est 20 fois plus d'une année à l'autre de ne pas se poser des questions de fond, qu'elles soient au plan européen et au plan français. Alors, mes chers collègues, 2/3 de vos dépenses sont constituées par les dépenses sociales. Je pense que le travail que nos collègues Le Cerf et Dagbert ont fait est un travail sur lequel on peut puiser tous ensemble. La compensation versée par l'État, aujourd'hui, vous l'avez dit, est totalement insuffisante. Le président de la République s'est engagé devant vous. Je ne suis pas là pour lui faire des rappels à l'ordre. J'ai simplement dit au président, après m'être entretenu avec Dominique Bussereau, qu'il était indispensable qu'à la fois on ait le fonds d'urgence au moins temporairement et qu'il va falloir réintroduire dans la loi de finances avant qu'une solution puisse être trouvée dans les délais sur lesquels le président de la République s'est engagé, c'est-à-dire avant la fin du premier semestre de 2018. C'est, me semble-t-il, pour le Parlement une responsabilité à vos côtés, et notamment nous, Sénat, qui, article 24 de la Constitution, avons la responsabilité de vous représenter, collectivité territoriale de la République. Un nouveau mode de financement adapté et pérenne doit être trouvé. La proposition consistant à opérer un transfert de CSG pour couvrir les dépenses de solidarité des départements, vous l'avez évoqué, elle me semble une piste intéressante. Maintenant, à évaluer. Financer par un impôt national des dépenses dont les principaux déterminants sont fixés au niveau central, sur proposition de l'exécutif par le Parlement, me semble a priori faire sens. Cette perspective s'inscrirait dans le cadre d'une remise à plat de la fiscalité locale, qui respecterait l'autonomie financière des différentes collectivités. Et, en dehors de l'ajustement de 2018, le débat qui va s'ouvrir sur la taxe d'habitation, mais aussi sur le foncier bâti, parce que ce qui est inéquitable en matière de valeur locative l'est autant pour le foncier bâti que sur la taxe d'habitation, doit être l'occasion d'ouvrir un débat plus général sur la fiscalité locale et les ressources. C'est ce qu'avait entamé la Commission des finances sous l'autorité d'Albéric de Montgolfier, que vous connaissez un peu, et de Michel André, qui aujourd'hui est repris par Albéric de Montgolfier et Vincent Eblé. Je vous rejoins cette étape, cher Dominique Bussereau, de remise à niveau. Elle est indispensable. Elle doit être intégrée dans toute approche contractuelle. Équilibre des territoires, en un mot. Bien sûr, comme le président de Meurthe-et-Moselle, je partage l'idée qu'il ne faut pas opposer les métropoles aux territoires. Que les métropoles peuvent être une chance pour le pays. Mais je voudrais vous livrer ce qu'un élu du Pas-de-Calais m'avait dit et que j'avais pris en pleine poire il y a 1 an et demi. Monsieur le Président, pourquoi vous faites que des lois pour quelques métropoles et quelques régions puissantes? Eh bien, je crois que ce questionnement, c'est cet équilibre. Et comme nous avons le génie en France de multiplier les métropoles comme on a multiplié, cher Dominique, à une époque les pôles de compétitivité, nous arrivons quand même à une définition de la métropole qui s'éloigne singulièrement
de ce que doit être une métropole au sens européen. Et si chacun veut avoir sa métropole, je réclame que Rambouillet devienne métropole. Et alors, je vous le dis, il faut garder raison sur ces sujets. Nous devons garder raison sur ces sujets. Voilà pourquoi le Sénat, très largement, et au-delà des attentes légitimes de tel ou tel d'être métropole, il faut se poser la question, est-ce qu'on donnerait tout pour les uns et les autres ne seraient rien? Mes chers collègues, on a une responsabilité politique. Je reviens au premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on veut vraiment continuer à désespérer nos concitoyens? Est-ce qu'on veut vraiment leur donner le sentiment d'être à côté? Est-ce qu'on veut vraiment leur donner le sentiment, par exemple, y compris dans le nord de l'Eure-et-Loire ou dans le sud des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, quand vous avez, je parle tout franc, des villages qui donnent 50, 60% au Front National, est-ce que ça n'est pas une question qui est posée parce qu'ils ont le sentiment de ne plus compter, de ne plus être entendus? Voilà pourquoi la proximité est quelque chose d'essentiel à mes yeux. Oui, comment se sentir pleinement intégré à la nation quand on a le sentiment que l'État vous abandonne? Comment avoir le sentiment d'être intégré à la nation quand on a la sensation d'être laissé de côté parce qu'on n'habite pas au bon endroit? Je ne reviendrai pas, mais sur les divisions qu'on nous propose parfois dans des grandes régions comme l'Île-de-France, où au fond, 7 millions d'habitants qui sont 80% du PIB seraient séparés de 5 millions d'habitants qui sont 20% du PIB. C'est une conception, pardonnez-moi, qui est contraire à la solidarité territoriale. Alors il y a bien d'autres sujets. Le sujet des ruptures d'égalité en matière de couverture numérique des territoires. Vrai sujet. Vrai sujet parce qu'il n'y a pas de développement demain. Il n'y a pas de présence territoriale sans cela. Voilà pourquoi j'ai saisi le président de l'ARCEP pour que les propos devant le Conseil national des territoires du président de la République haut et très haut débit en 2020, comment ça se traduit concrètement, comment on le met en œuvre, alors qu'en même temps un grand opérateur tente de bouleverser la répartition et les équilibres qui ne sont pas les meilleurs d'ailleurs. Comment on fait face à cette tentative uniquement à caractère commercial et capitalistique? Comment on gère les ruptures d'égalité en matière d'accès aux soins, en matière de transport? Je dois vous dire que l'avant-projet de PLFSS c'est intéressant sur ce point. On réévalue les dispositifs d'incitation, on lève les freins au développement de la télémédecine, on favorise les nouveaux modes d'exercice, on fait du stage de 6 mois, ce qui me semble encore un peu court, de l'étudiant en médecine chez le généraliste, un passage obligé. Mais je vois tellement de départements qui sont dans des perspectives de présence médicale terribles. Il y a dans un département à moins de 150 km de Paris et dans un à 120 km de Paris, 2 fois moins de médecins généralistes que dans mon département par tête d'habitant. Si ça n'est pas une question d'égalité, d'équité et de confiance dans le territoire, alors ça n'est pas une question. Il y a aussi, ce qui me frappe dans beaucoup de territoires, c'est l'anorexie des centres-bourgs, des petites villes et de certaines villes moyennes. Quand je parle d'anorexie, vous avez un symptôme. Les rideaux sont baissés. 1 sur 2, 2 sur 3 dans beaucoup de ces communes. On ne pourra pas continuer simplement autour de 5 grandes plateformes de distribution à imaginer ce que doit être la présence du commerce et des services dans nos territoires. Voilà pourquoi la délégation aux collectivités territoriales, dans quelques semaines, vous fera des propositions, mais il faut que ça sorte, j'allais dire, du seul rapport pour entrer réellement en action. Voilà, mes chers collègues, un peu en désordre et pas du tout en fonction de ce qu'on m'avait préparé, ce que j'avais envie de vous dire. Vous dire que naturellement le Sénat sera, Monsieur le Président, à votre disposition
mais que nous allons vous proposer, comme deux autres associations, de participer concrètement à notre délégation collectivité territoriale, que nous avons mis en place, par l'intermédiaire des sénateurs, un service pour les collectivités territoriales, et notamment pour les communes, service qui est aujourd'hui pleinement fonctionnel. Mais comment aussi nous allons mettre en place une plateforme de consultation des élus. Et cette consultation, Monsieur Sauvadet, c'est pour faire de la concertation préalablement au texte. Alors vous avez tous en tête, et comme ça se déroulait dans une des villes dont je suis le sénateur, ce mot de Mirabeau, c'était le 3 novembre 1789, c'était à Versailles. Je voudrais une division propre aux localités, aux circonstances dont l'objet fut de rapprocher l'administration des hommes et des choses et d'y admettre un plus grand concours de citoyens. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si c'est l'Ancien ou le Nouveau Monde, mais je sais que c'était le renouveau de la démocratie et que le renouveau de la démocratie, il a commencé avec deux structures, les départements et les communes. Alors, je vous le dis, je crois au département, pas simplement pour vous faire plaisir ce matin, parce que je sens profondément que notre pays a besoin de cette proximité-là. Vive le département, vive la République, vive la France!